Le vent glacial de novembre fouettait les vignobles de Bordeaux, emportant avec lui les dernières feuilles dorées de l'automne 1842. Dans le château de l'Aubier, perché majestueusement sur les collines dominant la Garonne, une atmosphère lourde et oppressante régnait depuis 3 jours. Baron Édouard de l'Aubier, 68 ans, patriarche incontesté de l'une des familles les plus influentes de la région viticole, venait de rendre son dernier souffle. Mais la mort du baron n'avait rien d'ordinaire. Assis dans son fauteuil en cuir rouge sang, face à la cheminée de marbre italien, il portait encore sur ses lèvres ce sourire énigmatique qui avait troublé tous ceux qui l'avaient découvert. Ses yeux, figés dans un éclat malveillant, semblaient contempler un secret que la mort elle-même n'avait pu effacer. Le docteur Mercier, médecin de la famille depuis plus de 20 ans, n'arrivait toujours pas à expliquer ce phénomène troublant. « C'est inhabituel », avait-il murmuré en refermant sa sacoche de cuir noir. « Je n'ai jamais vu un défunt avec une expression si satisfaite, comme s'il avait orchestré sa propre fin. » Dans le grand salon aux murs tapissés de soie cramoisie, la famille de l'Aubier s'était rassemblée. L'air était épais, des parfums mélangés de roses fanées et d'encens, créant une atmosphère à la fois luxueuse et morbide. Les bougies vacillantes projetaient des ombres dansantes sur les portraits ancestraux, leurs yeux peints semblant observer chaque geste, chaque expression des vivants. Marguerite de Laubier-Montclair, la fille aînée âgée de 42 ans, se tenait droite près de la fenêtre. Son visage aux traits aristocratiques demeurait impassible, mais ses mains gantées de dentelle noire tremblaient imperceptiblement. Mariée au comte de Montclair, elle avait toujours été la préférée de son père, celle qui comprenait ses ambitions et partageait sa vision impitoyable des affaires. « Il savait que ce jour viendrait », murmura-t-elle, en regardant les vignes que la brume matinale commençait à envelopper. Papa n'a jamais rien laissé au hasard. Près de l'âtre, Théophile de l'Aubier, le fils cadet de 38 ans, faisait les 100 pas. Contrairement à sa sœur, il n'avait jamais réussi à gagner l'approbation paternelle. Ses tentatives de moderniser l'entreprise familiale s'étaient toujours heurtées à la tradition intransigeante du baron. Grand, les cheveux châtains, toujours impeccablement coiffés, il portait la frustration de toute une vie dans ses yeux gris acier. « Marguerite a raison », dit-il en s'arrêtant devant le portrait de leur père. Il a orchestré cela jusque dans les moindres détails. Même sa mort semble calculée. Charlotte de Laubier-Beaumont, la benjamine de 35 ans, était assise dans un fauteuil de velours bleu, son teint pâle contrastant avec sa robe de deuil. Veuve depuis 5 ans, elle avait toujours été la plus douce des 3 enfants, mais aussi la plus observatrice. Ses grands yeux verts parcouraient la pièce avec une inquiétude croissante. « Vous ne trouvez pas étrange que papa ait insisté pour que nous soyons tous présents ce week-end » demanda-t-elle d'une voix à peine audible. Comme s'il savait, un silence pesant s'abattit sur la pièce. Effectivement, 3 semaines auparavant, le baron avait envoyé des invitations pressantes à ses 3 enfants, ainsi qu'à leurs conjoints et à ses petits-enfants, insistant sur l'importance de ce rassemblement familial. Il avait même précisé que la présence de tous était vitale pour l'avenir de la lignée de l'Aubier. La porte du salon s'ouvrit soudain, laissant entrer Maître Rousseau, le notaire de la famille depuis 15 ans. C'était un homme de petite taille, aux cheveux gris clairsemés et au regard perçant derrière ses lunettes rondes. Il portait une mallette de cuir usée et arborait une expression grave qui ne présageait rien de bon. « Mesdames, messieurs », dit-il en s'inclinant légèrement, « je suis venu, conformément aux dernières volontés de monsieur le baron, procéder à la lecture de son testament. » Il s'avança vers la grande table en acajou massif qui trônait au centre de la pièce et y déposa sa mallette. Le bruit métallique des fermoirs qui s'ouvraient résonna dans le silence comme un glas. « Je dois vous informer, » continua Maître Rousseau d'une voix tremblante, « que ce testament est pour le moins inhabituel. Le baron m'avait fait jurer de n'en révéler le contenu qu'en présence de tous les héritiers, et seulement après sa mort. » Il sortit un épais document scellé à la cire rouge, orné des armoiries familiales. Un aigle aux ailes déployées, tenant dans ses serres
une grappe de raisin et une épée. Le sceau portait la devise familiale gravée en latin. Sanguis et honor, sang et honneur. Marguerite s'approcha, suivie de ses frères et sœurs. Les conjoints et les enfants formèrent un cercle plus large autour de la table. L'atmosphère était électrique, chargée d'une tension presque palpable. Maître Rousseau brisa le sceau d'un geste nerveux et déplia le parchemin. Ses yeux parcoururent rapidement les premières lignes et son visage devint livide. « Mon Dieu !» murmura-t-il, ses mains tremblant visiblement. « Qu'y a-t-il » demanda Théophile, impatient. « Lisez donc !» Le notaire déglutit difficilement et commença d'une voix hésitante. « Moi, Édouard-Marie François de Laubier, baron de Laubier, saint de corps et d'esprit au moment de rédiger ces lignes, lègue par la présente l'intégralité de ma fortune, de mes terres et de mes entreprises, selon les conditions que voici. » Il s'arrêta, levant les yeux vers l'assistance. Son regard croisa celui de chacun des héritiers avant qu'il ne reprenne sa lecture. « Mes chers enfants, si vous lisez ces lignes, c'est que j'ai rejoint nos ancêtres, mais ne vous réjouissez pas trop vite. La fortune des de Laubier n'a pas été bâtie sur la faiblesse ou la sentimentalité. Chaque génération a dû prouver sa valeur et sa détermination pour mériter cet héritage. » Charlotte se rapprocha instinctivement de sa sœur, pressentant quelque chose de terrible dans les mots de leur père. « Je lègue donc la totalité de mes biens, soit une fortune estimée à 8 millions de francs or, le château de Laubier, les vignobles, les domaines de Médoc et de Saint-Émilion, ainsi que mes parts dans la compagnie des vins de Bordeaux, à un seul et unique héritier. » Un murmure parcourut l'assemblée. Marguerite fronça les sourcils. « Attendez » l'interrompit-elle. « Un seul héritier, que voulez-vous dire ?» Maître Rousseau leva la main pour réclamer le silence et poursuivit sa lecture, sa voix devenant de plus en plus tremblante. « Cet héritier unique sera celui ou celle qui démontrera sa loyauté envers la famille de Laubier en accomplissant ce que j'appelle l'acte de dévotion familiale. Cet acte consiste à prouver que les autres prétendants à l'héritage sont indignes de porter notre nom et de perpétuer notre lignée. » Le silence qui suivit était assourdissant. Seul le crépitement du feu dans la cheminée troublait l'atmosphère de plus en plus lourde. « Comment doit-on prouver cette indignité ?» demanda Théophile, la voix rauque. Le notaire continua, ses mains tremblant si fort qu'il peinait à tenir le document. L'héritier digne devra s'assurer que ses rivaux renoncent définitivement à leurs prétentions. La méthode importe peu, seul le résultat compte. Celui qui restera debout au terme de cette épreuve héritera de tout. Les faibles et les hésitants n'ont pas leur place dans notre lignée. Un frisson glacial parcourut l'assemblée. Charlotte porta la main à sa gorge, ses yeux s'emplissant de larmes d'effroi. « Père, » murmura-t-elle, « qu'est-ce que vous nous demandez de faire ?» Mais le testament n'était pas terminé. Maître Rousseau, maintenant visiblement ébranlé, continua d'une voix à peine audible. « Pour s'assurer que cette épreuve soit menée à son terme, j'ai pris certaines précautions. Dans cette enveloppe scellée, » il désigna une enveloppe rouge sans posée à côté du testament, « se trouvent des informations compromettantes sur chacun de mes enfants. Des secrets que j'ai patiemment collectés au fil des années. Si l'épreuve n'est pas accomplie dans les 48 heures suivant la lecture de ce testament, ces informations seront transmises aux autorités compétentes, à la presse et à nos partenaires commerciaux. » L'horreur se peignit sur tous les visages. Marguerite devint blanche comme un linge. « Il n'oserait pas, » chuchota-t-elle. « Oh mais si, » répondit Maître Rousseau en montrant la dernière partie du testament. « Il précise ici que ces informations concernent des affaires qui pourraient vous conduire tous en prison ou vous ruiner socialement à vie. » Théophile s'approcha brusquement du notaire. « Montrez-moi cette enveloppe. »« Je ne peux pas, monsieur. Les instructions sont claires. Elle ne sera ouverte que si les conditions ne sont pas remplies dans les temps impartis. » Soudain, un roulement de tonnerre retentit au dehors, suivi d'éclairs qui illuminèrent sinistrement les fenêtres du château. La tempête que les météorologistes avaient annoncée pour la fin de semaine était en train de s'abattre sur la région avec une violence inouïe. Maître Rousseau rangea nerveusement les documents. « Je dois partir maintenant. Ma voiture m'attend. Je reviendrai dans 48 heures, exactement
pour constater le résultat de l'épreuve. Il se dirigea rapidement vers la sortie, mais Marguerite l'arrêta. « Attendez, vous ne pouvez pas nous laisser comme ça. Expliquez-nous ce que Père attend vraiment de nous. » Le notaire se retourna, son visage exprimant un mélange de peur et de dégoût. « Madame la comtesse, votre père est un homme déterminé. Il croit fermement que seuls les plus forts méritent de perpétuer la lignée familiale. Ce qu'il attend de vous, il déglutit difficilement. Il attend que vous vous comportiez en véritable de l'Aubier, que vous fassiez tout ce qui est nécessaire pour préserver l'honneur familial. » Sur ces mots énigmatiques et terrifiants, il quitta la pièce, laissant derrière lui une famille déchirée par l'incrédulité et la peur. La tempête redoubla de violence, les vents hurlant s'engouffrant dans la cheminée et faisant vaciller les flammes. Les trois héritiers se regardèrent avec une méfiance grandissante, réalisant lentement l'ampleur de ce que leur père venait d'orchestrer. « De où vous m'accompagnez ? Laissez dans les commentaires » résonna soudain une voix off mystérieuse, comme si les murs eux-mêmes portaient ce message à travers les siècles. À cet instant précis, ils comprenaient tous que le véritable cauchemar ne faisait que commencer. La nuit était tombée sur le château de l'Aubier comme un linceul noir, et avec elle, une atmosphère de suspicion qui semblait suinter des murs séculaires. Dans le grand salon, maintenant éclairé uniquement par la lueur dansante du feu de cheminée et quelques chandelles, les trois héritiers étaient restés figés autour de la table d'acajou, chacun perdu dans ses pensées tumultueuses. La tempête faisait rage à l'extérieur avec une intensité apocalyptique. Les vents hurlaient à travers les vignobles, arrachant les dernières grappes oubliées et secouant les volets comme autant de mains fantomatiques. Les éclairs illuminaient sporadiquement les fenêtres aux rideaux tirés, projetant des ombres mouvantes qui semblaient danser autour des portraits ancestraux. Marguerite avait pris place dans le fauteuil préféré de son père, celui-là même où il avait rendu son dernier souffle. Étrangement, cette proximité avec la mort ne semblait pas l'effrayer. Au contraire, elle paraissait y puiser une force mystérieuse, comme si l'esprit implacable du baron continuait de l'habiter. « Il faut que nous parlions », dit-elle finalement, brisant le silence oppressant qui s'était installé depuis le départ du notaire. Théophile, qui n'avait cessé de faire les 100 pas depuis 1 heure, s'arrêta net et la dévisagea. « Parler ? Parler de quoi, Marguerite ? De la folie de notre père, de ses exigences monstrueuses. » Charlotte, recroquevillée dans son coin, leva des yeux rougis par les larmes. « Comment pouvait-il nous demander une chose pareille ?» sanglota-elle. « Nous sommes frères et sœurs, nous avons grandi ensemble, joué ensemble. » « Justement, » l'interrompit Marguerite d'une voix glaciale, « nous nous connaissons trop bien, papa le savait. » Elle se leva et se dirigea vers la grande bibliothèque qui occupait tout un mur du salon. Ses doigts glissèrent le long des reliures de cuir, s'arrêtant sur un volume particulier, L'art de la guerre de Sun Tzu, une édition rare que leur père consultait souvent. « Vous souvenez-vous de ce qu'il nous répétait depuis notre enfance ?» demanda-t-elle en caressant la couverture du livre. « Dans cette famille, seuls les forts survivent. La faiblesse est une maladie qu'il faut extirper. » Théophile s'approcha de sa sœur, son visage exprimant un mélange de colère et d'incrédulité. « Tu ne peux pas être sérieuse, Marguerite. Tu ne vas tout de même pas... »« Quoi ?» Elle se retourna brusquement, ses yeux bleus étincelants d'une lueur dangereuse. « Je ne vais pas quoi, Théophile? Respecter les dernières volontés de notre père, préserver l'honneur de la famille. »« L'honneur » explosa-t-il. « Quel honneur peut-il y avoir dans ce qu'il nous demande? C'est de la barbarie pure. » Charlotte se leva à son tour, vacillant légèrement. « Marguerite a raison sur un point, » dit-elle d'une voix tremblante. « Papa nous connaît trop bien. Il sait exactement ce qu'il fait. » Les deux aînés se tournèrent vers leur sœur cadette, surpris par ces paroles. « Cette enveloppe rouge, » continua Charlotte en montrant la table où le notaire avait laissé le mystérieux pli scellé. « Vous croyez vraiment qu'elle contient nos secrets ?» Un nouveau silence s'abattit sur la pièce. Chacun d'eux savait qu'au cours de leur vie, ils avaient tout commis des actes dont ils n'étaient pas fiers. Des actes que leur père, avec son réseau d'informateurs et sa paranoïa légendaire, avait très bien pu découvrir et documenter.
Marguerite retourna s'asseoir et croisa les jambes avec une élégance calculée. « Très bien, dit-elle. Puisque nous devons jouer carte sur table, autant le faire maintenant. Charlotte, dis-nous ce que papa pourrait savoir sur toi. » La Benjamine devint encore plus pâle, si c'était possible. Je ne vois pas de quoi tu parles. Allons, ma chère sœur, l'incendie de la filature de ton défunt mari. Les assurances ont payé une somme considérable, n'est-ce pas? Et curieusement, tu avais retiré tous les objets de valeur de la propriété la veille de l'accident. Charlotte porta la main à sa gorge, ses yeux s'écarquillant de terreur. Comment peux-tu savoir ça? Papa me l'a dit il y a 2 ans. Il était très fier de ta détermination. Selon lui, c'était la preuve que tu avais hérité de l'instinct de survie des de Laubier. Théophile regardait ses sœurs avec horreur. « Charlotte, dis-moi que ce n'est pas vrai. Dis-moi que tu n'as pas... »« Si !» s'écria-t-elle soudain, ses nerfs craquant. « Oui, j'ai brûlé cette maudite filature. Mon mari me battait, me violait, me traitait comme une esclave. J'étais ruiné, désespéré. Papa me l'avait dit. Parfois, il faut détruire pour reconstruire. Alors, j'ai détruit. » Elle s'effondra dans son fauteuil, secouée par des sanglots hystériques. Marguerite hocha la tête avec approbation. « Voilà qui explique pourquoi tu vis si confortablement depuis 5 ans. Et toi, Théophile, que cache le fils modèle ?» Théophile recula, comme si sa sœur l'avait frappé. « Je n'ai rien à cacher. »« Vraiment ?» Marguerite se leva et se dirigea vers un secrétaire ancien, duquel elle sortit une clé dorée. Papa gardait cette clé dans sa chambre. Elle ouvre un coffret spécial dans la cave. Un coffret qui contient, entre autres, des reçus et des témoignages concernant tes voyages d'affaires à Paris. Le visage de Théophile se décomposa. Ces voyages, où tu prétendais négocier avec de nouveaux fournisseurs, continua impitoyablement Marguerite, mais où tu fréquentais en réalité les salons de jeux clandestins de Montmartre. Papa a calculé que tu as dilapidé plus de 200 000 francs de l'argent familial en 3 ans. C'était un investissement, balbutia Théophile. J'avais un système, j'allais récupérer tout cet argent. Avec quel argent comptais-tu continuer tes investissements, mon cher frère? Car je suppose que tes dettes n'ont fait qu'augmenter depuis. Théophile s'effondra sur une chaise, la tête entre les mains. J'ai emprunté à des gens peu recommandables. Si je ne rembourse pas avant la fin du mois, ils te tueront, compléta Charlotte, relevant la tête de ses mains trempées de larmes. Comme dans les romans. Exactement, confirma Marguerite. Papa le savait aussi. Il savait que ses enfants étaient devenus des criminels et des faibles. C'est pour ça qu'il a conçu cette épreuve. Elle se dirigea vers la fenêtre et écarta légèrement le rideau. Les éclairs illuminaient un paysage dévasté par la tempête. Des branches arrachées jonchaient les allées du domaine et on pouvait voir au loin les lumières de Bordeaux vaciller sous la violence des éléments. « Et moi ?» demanda soudain Théophile. « Quels sont mes secrets, grande sœur, car tu sembles tout savoir. » Marguerite sourit, un sourire froid qui n'atteignait pas ses yeux. « Moi, je n'ai pas de secret, mon cher frère. Du moins, pas le genre de secret qui pourrait me compromettre. »« Impossible !» protesta Charlotte. « Papa disait qu'il avait des informations sur chacun de nous. » « En effet, mais mes informations ne sont pas compromettantes. Elles sont élogieuses. » Elle retourna vers la bibliothèque et en sortit un autre volume, un registre relié de cuir noir. « Ceci est le journal secret de papa. Il y consignait ses observations sur notre famille, nos forces, nos faiblesses. Voulez-vous savoir ce qu'il pensait de moi ?» Sans attendre de réponse, elle ouvrit le registre à une page marquée d'un signet rouge et lut « Marguerite est la seule de mes enfants qui ait compris la véritable nature du pouvoir. Elle a hérité de ma détermination et de ma vision. Contrairement à ses siblings, elle n'hésite jamais à prendre les décisions difficiles. C'est elle qui devra perpétuer la lignée. » Elle referma le journal et regarda ses frères et sœurs avec une expression triomphante. « Vous comprenez maintenant ? Cette épreuve n'en est pas vraiment une. Papa savait déjà qui allait gagner. Il voulait simplement me donner les outils nécessaires pour éliminer les obstacles. » L'horreur de la situation commençait enfin à pénétrer l'esprit de Charlotte et Théophile.
Il réalisait qu'il n'était pas face à un jeu cruel du destin, mais à un piège soigneusement orchestré par leur propre sœur et leur père. Tu étais dans le coup depuis le début » balbutia Charlotte. « Pas dans le coup » corrigea Marguerite. « Je suis le coup. Papa m'a préparé à ça depuis des années. Il m'a appris que la famille était plus importante que l'individu, que les liens du sang ne devaient jamais entraver la grandeur. » Théophile se leva brusquement, renversant sa chaise. « Tu es folle, complètement folle. Je ne participerai pas à cette mascarade. » Il se dirigea vers la porte, mais la voix glaciale de Marguerite l'arrêta. « Où vas-tu, Théophile? Tu crois pouvoir partir comme ça? Je retourne chez moi. Je vais rassembler mes affaires et quitter le pays. L'héritage peut aller au diable. Avec quels moyens? Tu es ruiné, souviens-toi. Et cette tempête? » Elle désigna les fenêtres où la pluie tambourinait avec violence. Le pont de pierre est probablement impraticable. Toutes les routes vers Bordeaux doivent être coupées. Comme pour confirmer ces paroles, un éclair particulièrement violent illumina le ciel, suivi immédiatement d'un coup de tonnerre assourdissant qui fit trembler les vitres du château. De plus, continua Marguerite avec un calme terrifiant, papa a pensé à tout. Les domestiques ont été renvoyés pour le week-end. Nous sommes seuls ici, isolés du monde extérieur. Personne ne viendra nous déranger pendant 48 heures. Charlotte et Théophile échangèrent un regard chargé de terreur. Ils commençaient à comprendre qu'ils étaient tombés dans un piège parfaitement orchestré, un piège dont leur propre sœur était l'architecte. Soudain, un bruit étrange résonna dans la maison. Un grincement métallique, suivi d'un claquement sourd, puis un autre, et encore un autre. « Qu'est-ce que c'est » demanda Charlotte, sa voix montant dans les aigus. Marguerite sourit de nouveau, ce même sourire glacial. « Oh ça, ce sont les verrous automatiques que papa a fait installer l'année dernière. Un système ingénieux. Quand la tempête atteint une certaine intensité, tous les accès du château se verrouillent automatiquement pour éviter que les portes ne s'ouvrent sous la pression du vent. « Tu mens !» s'écria Théophile en se précipitant vers la porte principale. Il tourna la poignée de toutes ses forces, tira, poussa, mais rien n'y fit. La porte était solidement verrouillée. « Les fenêtres !» cria Charlotte. Mais quand ils essayèrent d'ouvrir les croisées, ils découvrirent que celles-ci étaient également bloquées par des mécanismes métalliques qui s'étaient déclenchés automatiquement. « C'est impossible !» murmura Théophile, son visage ruisselant de sueur malgré la fraîcheur de la nuit. « Personne ne peut prévoir une tempête avec une telle précision. »« Papa le pouvait », répondit simplement Marguerite. Il avait ses sources à l'Observatoire météorologique de Bordeaux. Il savait exactement quand la tempête allait frapper et avec quelle intensité. Elle s'approcha de la cheminée et tisonna les braises, faisant jaillir des gerbes d'étincelles rougeoyantes. « Nous avons 46 heures devant nous », annonça-t-elle d'une voix presque chantante. 46 heures pour régler nos comptes familiaux, pour déterminer qui mérite vraiment de porter le nom des de Laubier. Charlotte s'effondra de nouveau, réalisant l'ampleur de leur situation. Ils étaient piégés dans ce château avec une femme qui avait visiblement perdu la raison, ou pire, qui était parfaitement saine d'esprit et déterminée à accomplir la volonté morbide de leur père. « Marguerite, supplia-t-elle, nous sommes ta famille. Tu ne peux pas... » « Justement, » l'interrompit sa sœur aînée, « c'est parce que vous êtes ma famille que je dois faire ce qui est nécessaire. Papa me l'a bien fait comprendre. Un arbre malade doit être élagué pour que les branches saines puissent prospérer. » L'orage redoubla de violence, et dans ce déchaînement des éléments, les 3 héritiers des de Laubier comprenaient que leur destin était maintenant scellé entre les murs de ce château ancestral. La nuit ne faisait que commencer, et avec elle, l'accomplissement d'un plan diabolique ourdi par un père manipulateur et sa fille complice. Le 2e jour se leva dans une atmosphère de cauchemar. La tempête avait faibli pendant la nuit, mais ses séquelles étaient partout visibles, arbres déracinés, toitures endommagées, et surtout, cette impression d'isolement total qui pesait sur le château de Laubier comme une chape de plomb. Charlotte n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Barricadée dans sa chambre, elle avait poussé tous les meubles possibles contre la porte et s'était terrée dans un coin,
un couteau de cuisine serré dans ses mains tremblantes. Chaque craquement du vieux bâtiment la faisait sursauter. Chaque souffle du vent dans les cheminées lui rappelait qu'elle était prise au piège, avec une sœur devenue folle furieuse. Théophile, de son côté, avait passé la nuit à explorer minutieusement le château, cherchant désespérément une issue. Il avait testé chaque fenêtre, chaque porte, chaque passage secret qu'il connaissait depuis l'enfance. Tout était hermétiquement verrouillé par ces maudits mécanismes automatiques. Son père avait vraiment pensé à tout. Marguerite, elle, avait dormi paisiblement dans la chambre principale, celle-là même où reposait encore la dépouille du baron. Elle s'était installée dans le lit conjugal comme si de rien n'était, parlant parfois au cadavre de son père comme s'il était encore vivant, lui rapportant les événements de la soirée et sollicitant ses conseils pour la suite des opérations. Vers 10 heures du matin, les 3 héritiers se retrouvèrent dans la salle à manger, attirés par l'arôme du café que Marguerite avait préparé avec un calme déconcertant. Elle était assise à la place du patriarche, au bout de la longue table d'acajou sculptée, et sirotait délicatement sa tasse de porcelaine de Limoges comme si c'était un matin ordinaire. « Bonjour mes chers frères et sœurs », dit-elle avec une politesse glaciale. « J'espère que vous avez bien dormi ?» Charlotte la regardait avec des yeux hagards, ses cheveux défaits encadrant son visage blême. Théophile s'approcha prudemment, méfiant. « Marguerite, il faut que tu m'écoutes », commença-t-il d'une voix suppliante. « Cette folie doit s'arrêter, papa est mort, ses volontés n'ont plus d'importance maintenant. » Elle leva ses yeux bleus vers lui, et il fut frappé par leur froideur surnaturelle. « Au contraire, mon cher frère, c'est maintenant qu'elles ont toute leur importance. Papa m'a appris que la mort n'est qu'une transition. Son esprit continue de veiller sur cette famille. » Charlotte se laissa tomber sur une chaise, épuisée par la terreur et l'insomnie. « Tu es devenue folle, Marguerite. »« Complètement folle. »« Folle ?» Marguerite éclata d'un rire cristallin qui résonna sinistrement dans la grande salle. « Ou peut-être suis-je la seule lucide dans cette famille de dégénérés. » Elle se leva gracieusement et se dirigea vers le buffet où trônaient les portraits de famille. Du bout du doigt, elle caressa le cadre doré du portrait de leur arrière-grand-père, le fondateur de la dynastie. « Savez-vous comment Auguste de Laubier a bâti cette fortune ?» demanda-t-elle sans se retourner. Ce n'était pas un tendre, contrairement à ce que racontent les chroniques officielles. Elle pivota vers eux, tenant dans ses mains un dossier de cuir rouge qu'elle avait pris dans le buffet. Voici les véritables archives familiales, celles que papa cachait dans son bureau secret. Voulez-vous connaître la véritable histoire des de Laubier ? Sans attendre de réponse, elle ouvrit le dossier et en sortit des documents jaunis par le temps. 1782. Auguste de Laubier épouse Marie-Claire Dubois, héritière de la fortune viticole des Dubois. 6 mois plus tard, Marie-Claire meurt mystérieusement. Empoisonnement à l'arsenic, selon les notes du médecin de famille. Auguste hérite de tout. Charlotte porta la main à sa bouche horrifiée. 1785, continua Marguerite imperturbablement. Auguste épouse Isabelle de Montmorency, veuve fortunée. 1 an plus tard, Isabelle fait une chute mortelle dans l'escalier du château. Auguste hérite de nouveau. « Tu inventes » balbutia Théophile. 1789. Auguste épouse notre arrière-grand-mère, Marguerite de Saintonge, ma homonyme. Elle lui donne un héritier, puis elle aussi meurt dans des circonstances suspectes. Mais avant de mourir, elle met au monde notre grand-père. Marguerite referma le dossier avec un claquement sec. 3 épouses, 3 morts suspectes, 3 héritages. Voilà comment a été bâtie la fortune des de Laubier. Sur le sang et la manipulation. C'est de l'histoire ancienne, protesta Charlotte. Nous ne sommes pas responsables des crimes de nos ancêtres. Ah non? Marguerite sourit de nouveau de ce sourire terrifiant. Et grand-père Louis, comment croyez-vous qu'il ait éliminé ses 2 frères pour devenir l'unique héritier, et notre père? Pourquoi pensez-vous que ses 2 sœurs sont mortes si jeunes? Le silence qui suivit était à couper au couteau. Les révélations de Marguerite résonnaient comme autant de coups de massue. À chaque génération, reprit-elle, les de Laubier ont dû faire des choix difficiles, éliminer les faibles, préserver la lignée, maintenir la fortune.
Papa m'a fait comprendre que c'était maintenant mon tour. Théophile se leva brusquement, renversant sa chaise. « Tu es en train de nous dire que tu comptes nous tuer ? Je ne vais rien faire du tout, mon cher frère. Vous allez vous éliminer vous-même. » Elle retourna s'asseoir et sortit de sa poche une petite fiole de cristal contenant un liquide incolore. « Ceci est de l'arsenic, le poison traditionnel de la famille. Papa m'a appris à le préparer selon la recette ancestrale. Il a un goût légèrement amer, mais rien qu'un peu de sucre ne puisse masquer. » Charlotte et Théophile reculèrent instinctivement. « Papa a eu une idée géniale, » continua Marguerite avec enthousiasme. « Au lieu de vous empoisonner directement, ce qui serait trop voyant, il a préféré vous laisser le choix. Vous pouvez boire ce poison et mourir paisiblement, ou bien... » Elle marqua une pause théâtrale. « Ou bien nous pouvons jouer selon les règles traditionnelles de la famille. Le survivant emporte tout. »« Quelles règles ?» demanda Théophile d'une voix rauque. Marguerite se leva et se dirigea vers un placard dissimulé derrière une tapisserie. Elle en sortit 3 objets qu'elle déposa délicatement sur la table. Un poignard à lame courbe, une corde de soie tressée et un petit pistolet à un coup. « Les outils traditionnels, » annonça-t-elle. « Chacun en prend un. Le dernier debout hérite de tout. » L'horreur de la situation était maintenant totale. Charlotte se mit à sangloter de manière hystérique. « Tu ne peux pas... Nous ne sommes pas des animaux. » « Si, justement, nous sommes des animaux, des prédateurs. Papa me l'a fait comprendre depuis longtemps. Dans la nature, seuls les plus forts survivent. C'est la loi universelle. » Soudain, Théophile bondit vers sa sœur, tentant de lui arracher le poison des mains, mais Marguerite était préparée. Elle esquiva avec une agilité surprenante et lui assena un violent coup de genou dans l'estomac. Théophile s'effondra, le souffle coupé. « Tisc, tisc, tisc » fit-elle en agitant l'index. « Papa m'a aussi appris l'art du combat rapproché. Vous ne pensiez tout de même pas que j'allais jouer à armes égales ?» Elle se dirigea vers Charlotte, qui tentait de se cacher derrière sa chaise. « Toi, ma petite sœur, tu as déjà tué une fois. Tu as brûlé ton mari. Tu sais donc ce que c'est que de prendre une vie pour assurer sa survie. »« C'était différent, » sanglota Charlotte. « Il me battait, il me torturait. »« Et nous te torturons pas ?» demanda Marguerite avec une fausse sollicitude. « Cette situation n'est-elle pas une torture pour toi ?» Elle s'approcha encore et caressa doucement les cheveux de sa sœur cadette. « Allons, Charlotte, tu as le choix. Bois le poison et meurs en paix, ou bats-toi pour ta survie. Qu'est-ce qui t'honorerait le plus aux yeux de papa ?» Théophile, qui avait récupéré son souffle, se redressa péniblement. « Et si nous refusions tous les deux? Si nous décidions de ne pas jouer à ton petit jeu ?» Marguerite sourit et sortit de son corsage une seconde fiole, plus grande. Papa avait prévu cette éventualité aussi. Cette fiole contient assez de poison pour contaminer tout le système d'eau du château. Si vous refusez de choisir, nous mourrons tous les 3. La famille de l'Aubier s'éteindra dans le déshonneur. « Tu es complètement folle !» hurla Théophile. « Non, je suis parfaitement logique. Papa m'a expliqué, mieux vaut une extinction honorable qu'une dégénérescence honteuse. » À cet instant précis, un bruit sourd retentit dans le château. Quelqu'un ou quelque chose venait de frapper à la porte principale. Les 3 héritiers se figèrent, tendant l'oreille. Le bruit se répéta, plus fort, plus insistant. « Qui peut bien venir par ce temps ?» chuchota Charlotte. Marguerite fronça les sourcils. Cette intrusion n'était pas prévue dans le plan de son père. Les coups redoublèrent, accompagnés maintenant d'une voix masculine qui criait « Ouvrez ! Police de Bordeaux, ouvrez immédiatement !» Si cette histoire macabre vous a donné des frissons, partagez-la avec un ami qui adore les contes d'horreur. Résonna de nouveau cette voix mystérieuse qui semblait émaner des murs eux-mêmes. Le sang de Marguerite ne fit qu'un tour. Comment la police pouvait-elle être au courant? Qui avait pu les alerter? Mais ce qui la terrifiait le plus, c'était la lueur d'espoir qui venait de s'allumer dans les yeux de Charlotte et Théophile. L'espoir que leur cauchemar touchait peut-être à sa fin. L'espoir qu'ils allaient enfin pouvoir échapper à cette folie meurtrière. Mais Marguerite de Laubier-Montclerc n'avait pas l'intention de renoncer si facilement.
pas après être arrivé si près du but, pas après avoir consacré sa vie entière à accomplir la volonté de son père. Ses yeux se durcirent, et pour la première fois depuis le début de cette macabre partie d'échecs, un sourire vraiment dangereux étira ses lèvres. Les coups à la porte résonnèrent de nouveau, plus violents, plus déterminés. La voix de l'homme qui se réclamait de la police de Bordeaux se fit plus pressante. « Ouvrez immédiatement, nous savons que vous êtes à l'intérieur. » Charlotte et Théophile échangèrent un regard plein d'espoir. Enfin, quelqu'un venait les secourir de ce cauchemar. Ils se précipitèrent vers l'entrée, mais Marguerite les devança, brandissant le petit pistolet qu'elle venait de saisir sur la table. « Personne ne bouge !» siffla-t-elle entre ses dents. « Ce n'est pas fini !» « Marguerite, sois raisonnable, » supplia Théophile. « C'est la police. »« Tu ne peux pas. »« Je peux tout, » répliqua-t-elle, ses yeux brillants d'une lueur de folie. « Papa m'a donné tous les pouvoirs nécessaires. » Elle cria vers la porte. « Nous allons bien. Il n'y a pas d'urgence. Revenez plus tard. » La réponse fut immédiate et autoritaire. « Madame de Laubier-Monclerc, nous avons reçu un télégramme nous informant d'une situation grave dans ce château. Ouvrez cette porte ou nous l'enfoncerons. » Un télégramme? Marguerite fronça les sourcils. Qui avait pu envoyer un télégramme? Les domestiques avaient été renvoyés. Le château était coupé du monde depuis la tempête. Soudain, une terrible réalisation la frappa. Elle se précipita vers le bureau de son père et ouvrit frénétiquement les tiroirs. Dans le dernier, elle trouva ce qu'elle cherchait. Un carnet de télégrammes prérédigés, tous datés du jour précédent. Ses mains tremblèrent en découvrant les messages. À l'attention de l'inspecteur Moreau, police de Bordeaux. Situation d'urgence au château de Laubier. Violence familiale en cours. Intervention requise dans 48 heures exactement. Signé, baron de Laubier. À l'attention de maître Rousseau, notaire. En cas de non-respect des conditions testamentaires, remettre immédiatement enveloppe scellée aux autorités. Signé, baron de Laubier. À l'attention du docteur Mercier. Autopsie requise sur ma dépouille si décès dans circonstances suspectes. Analyser présence d'arsenic. Signé. Baron de Laubier. Marguerite laissa tomber les télégrammes, son visage devenant livide. Son père, son propre père l'avait trahi. Il avait orchestré non seulement l'épreuve, mais aussi son échec. « Non », murmura-t-elle. « Non, ce n'est pas possible. » Charlotte, qui avait observé la scène, s'approcha prudemment et ramassa l'un des télégrammes. « Mon Dieu !» chuchota-t-elle en lisant. « Papa. Papa nous tendait un piège à tous, même à toi, Marguerite. » Les coups à la porte reprirent de plus belle, accompagnés maintenant du bruit métallique d'outils. « Ils vont enfoncer la porte », constata Théophile. Marguerite se retourna vers ses frères et sœurs. Le pistolet toujours à la main, mais son assurance avait disparu. Elle semblait soudain fragile, perdue, comme une petite fille qui venait de découvrir que son héros n'existait pas. « Il m'a menti », dit-elle d'une voix brisée, « toutes ces années. Il me préparait pour ça, mais en réalité, il préparait ma chute. » Charlotte s'approcha encore avec une prudence infinie. « Marguerite, il nous a tous manipulés, toi comme nous. Tu n'es qu'une victime de plus. »« Non !» explosa soudain Marguerite, retrouvant sa rage. « Je ne suis pas une victime, je suis l'héritière légitime, je suis celle qui mérite tout. » Elle pointa le pistolet vers Charlotte. « S'il faut que je meure, vous mourrez avec moi, nous irons tous rejoindre papa et nous lui demanderons des comptes. » Un fracas assourdissant retentit soudain. La porte principale venait de céder sous les coups de boutoir des policiers. Des pas lourds résonnèrent dans l'entrée, accompagnés de voix masculines autoritaires. « Police! Tout le monde au sol! Immédiatement !» 3 hommes en uniforme bleu marine firent irruption dans la salle à manger, leurs mousquets pointés devant eux. À leur tête, un homme grand et distingué, la cinquantaine, portant les galons d'inspecteur. « Je suis l'inspecteur Moreau », annonça-t-il d'une voix ferme. « Madame de Laubier-Monclerc, posez cette arme immédiatement. » Marguerite recula vers la fenêtre, tenant toujours Charlotte en joue. « Restez où vous êtes, je n'hésiterai pas à tirer. »« Madame, » dit calmement l'inspecteur, « nous connaissons toute l'histoire. Votre père nous a tout expliqué dans ses télégrammes. Nous savons ce qu'il vous a demandé de faire. Alors vous comprenez que je n'ai pas le choix.
Au contraire, madame, votre père vous a donné le choix ultime, celui de refuser sa folie. L'inspecteur s'avança lentement, les mains levées en signe de paix. Baron de Laubier était un homme malade, madame. Nous enquêtons sur votre famille depuis des mois. Les morts suspectes, les disparitions, les héritages frauduleux. Tout cela va s'arrêter aujourd'hui. Marguerite semblait perdre pied. La réalité s'écroulait autour d'elle comme un château de cartes. Mais papa disait que nous étions les plus forts, que nous étions l'élite. Votre père était un criminel, madame. Et il a essayé de faire de vous une criminelle aussi. Mais vous pouvez encore choisir un autre chemin. L'inspecteur Moreau sortit de sa poche une enveloppe scellée de cire rouge. Ceci est l'enveloppe que votre père nous a confiée. Voulez-vous savoir ce qu'elle contient vraiment? Sans attendre de réponse, il brisa le sceau et déplia les documents. Des aveux complets, madame. Les aveux de votre père concernant tous les crimes commis par la famille de Laubier depuis 3 générations, y compris ses propres crimes. Il lut d'une voix claire. Je sous-signais Baron Édouard de Laubier. Avoue par la présente avoir empoisonné mon épouse légitime, Madame Célestine de Laubier, née de Montmorency le 15 juin 1821. J'avoue également avoir fait assassiner mes 2 sœurs, Mathilde et Églantine de Laubier, pour hériter seule de la fortune paternelle. « Stop !» hurla Marguerite. « Je ne veux pas entendre. »« Il continue » dit implacablement l'inspecteur. « J'avoue avoir orchestré la ruine de plusieurs familles bordelaises pour racheter leurs propriétés à vil prix. J'avoue avoir fait du chantage à plusieurs magistrats et hommes politiques. » Marguerite s'effondra littéralement, le pistolet lui échappant des mains. Charlotte se précipita pour la soutenir. « Mais alors ?» balbutia Théophile. « Pourquoi cette mascarade du testament ?» L'inspecteur Moreau remit les documents dans l'enveloppe. « Votre père était mourant, monsieur. Le cancer du foie. Il le savait depuis des mois. Il avait choisi de mourir en emportant ses secrets dans la tombe. Mais sa conscience, ou peut-être sa lâcheté, l'a rattrapé au dernier moment. » Il se tourna vers Marguerite qui pleurait maintenant à chaudes larmes. « Il a conçu cette épreuve diabolique, non pas pour désigner un héritier, madame, mais pour vous révéler la véritable nature de votre famille. Il espérait que vous seriez assez forte pour briser le cycle de violence. Il espérait que vous choisiriez la justice plutôt que la perpétuation du crime. Maintenant, vous pouvez soutenir notre chaîne avec un super merci. Ainsi, nous pouvons continuer à apporter des histoires aussi sombres et captivantes que celle-ci. » La voix mystérieuse résonna de nouveau, mais cette fois, elle semblait porter une note d'espoir plutôt que de menace. Marguerite leva vers l'inspecteur des yeux rougis par les larmes. « Et si j'avais vraiment tué Charlotte et Théophile? Alors vous seriez devenu exactement ce que votre père craignait le plus, la continuation de cette lignée maudite. Mais vous ne l'avez pas fait, madame. Malgré tout ce qu'il vous a inculqué, vous avez gardé une part d'humanité. » L'inspecteur fit un signe à ses hommes qui baissèrent leurs armes. « Nous allons maintenant procéder à l'arrestation de tous les complices encore vivants de votre père. L'argent volé sera restitué aux familles lésées. Quant à vous 3, il marqua une pause, observant les 3 héritiers qui semblaient maintenant si fragiles, si perdus. Vous êtes libres, libres de choisir qui vous voulez être. Libre de construire une nouvelle vie, loin de l'héritage empoisonné de vos ancêtres. » Charlotte serra Marguerite dans ses bras. « Nous pouvons recommencer, » murmura-t-elle. « Tous les 3, nous pouvons être une vraie famille. » Théophile s'approcha à son tour et posa la main sur l'épaule de sa sœur aînée. « Papa avait peut-être raison sur un point, » dit-il doucement. « Les liens du sang sont importants, mais pas de la façon qu'il l'entendait. » Marguerite hocha la tête, incapable de parler tant l'émotion l'étranglait. Pour la première fois depuis des décennies, les de Laubier n'étaient plus des prédateurs. Ils étaient redevenus des êtres humains. 6 mois plus tard, l'automne avait de nouveau paré les vignobles de Bordeaux de ses couleurs flamboyantes. Mais cette fois, la beauté du paysage n'était plus ternie par l'ombre malsaine du château de Laubier. Le domaine avait été vendu aux enchères publiques, ses bénéfices servant à dédommager les familles victimes des crimes de la lignée de Laubier.
Le château lui-même était devenu un orphelinat pour les enfants défavorisés de la région, transformant ce lieu de mort en havre de vie et d'espoir. Charlotte était installée dans une modeste maison de Bordeaux, près du port. Elle avait utilisé une partie de ses économies personnelles pour ouvrir un petit atelier de couture, employant plusieurs jeunes femmes de familles ouvrières. Le soir, elle donnait des cours de lecture aux enfants du quartier. Sa nouvelle existence était simple, mais elle y avait trouvé une paix qu'elle n'avait jamais connue dans le faste empoisonné du château familial. Théophile, lui, avait choisi l'exil volontaire. Il était parti pour l'Amérique, décidé à construire sa fortune par son travail et non par l'héritage du crime. Ses dernières lettres parlaient d'une petite exploitation agricole dans l'Ohio, où il élevait des chevaux avec sa nouvelle épouse, une institutrice américaine qu'il avait rencontrée lors de la traversée. Il avait abandonné son titre de noblesse et se faisait maintenant appeler simplement Théodore Aubier. Mais c'était Marguerite qui avait connu la transformation la plus radicale. Après sa libération, elle avait d'abord sombré dans une profonde dépression. La découverte de la véritable nature de son père et de sa propre manipulation l'avait anéantie. Pendant des semaines, elle était restée prostrée, incapable de manger, de dormir, de parler. Les médecins craignaient qu'elle ne sombre définitivement dans la folie. C'est Charlotte qui l'avait sauvée. Jour après jour, sa sœur cadette était venue la voir, lui apportant des fleurs, lui lisant des poèmes, lui parlant de projets d'avenir. Lentement, très lentement, Marguerite avait émergé de ses ténèbres mentales. Le tournant était venu quand l'inspecteur Moreau lui avait rendu visite à l'hôpital psychiatrique où elle séjournait. « Madame de Laubier, lui avait-il dit, j'ai une proposition à vous faire. » Il s'était assis près de son lit, son éternel carnet à la main. « Nous avons découvert que votre père tenait des dossiers détaillés sur de nombreuses familles aristocratiques de la région. Des dossiers qui révèlent d'autres crimes, d'autres secrets, d'autres victimes. » Marguerite l'avait regardé sans comprendre. « Vous connaissez ces familles mieux que quiconque. Vous comprenez leurs mécanismes, leur façon de penser, leurs méthodes. Vous pourriez nous aider à leur rendre justice. Vous voulez que je devienne informatrice de la police? Je vous propose de devenir consultante officielle pour les affaires concernant la haute société bordelaise, de mettre votre connaissance de ce milieu au service de la justice, de réparer en quelque sorte les crimes de votre famille. » Cette proposition avait redonné un sens à l'existence de Marguerite. Pour la première fois de sa vie, elle allait utiliser son éducation aristocratique et sa compréhension des mécanismes du pouvoir, non pas pour perpétuer l'injustice, mais pour la combattre. Ce matin de novembre, elle se tenait dans le bureau de l'inspecteur Moreau, vêtue d'une simple robe grise, ses cheveux tirés en chignon strict. Sur le bureau s'étalaient les dossiers de 3 nouvelles affaires. Un banquier soupçonné de détournement de fonds, un maire accusé de corruption et un industriel qui exploitait des enfants dans ses filatures. La famille Moncler, disait-elle en montrant une photographie, organise ses réceptions tous les 2e vendredis du mois. C'est là que les pots de vin changent de main, sous couvert de parties de whist. L'inspecteur prenait des notes avec attention. Et pour la famille Beaumont, ils utilisent leur propriété de Saint-Émilion comme entrepôt clandestin. Les caves à vin cachent autre chose que des bouteilles de Bordeaux. Au cours des derniers mois, Marguerite était devenue l'atout le plus précieux de la police bordelaise pour lutter contre la corruption de la haute société. Son passé criminel, paradoxalement, lui donnait une crédibilité unique auprès des malfaiteurs qu'elle contribuait désormais à faire arrêter. « Madame de Laubier, » dit soudain l'inspecteur en posant son crayon, « puis-je vous poser une question personnelle ?» Elle acquiesça. « Que pensez-vous que dirait votre père s'il vous voyait aujourd'hui ?» Marguerite réfléchit longuement avant de répondre. « Je crois qu'il serait furieux. Toute sa vie, il m'a préparé à être son héritière spirituelle, la continuatrice de ses crimes. Découvrir que je suis devenu l'instrument de sa propre condamnation posthume, oui, il serait furieux. » Elle sourit pour la première fois depuis des mois, un sourire triste, mais sincère. Et c'est exactement pour ça que je sais que je suis enfin sur le bon chemin. Ce soir-là, comme tous les vendredis,
les 3 ex-héritiers de Laubier se retrouvaient dans la petite maison de Charlotte pour dîner ensemble. Théophile n'était présent qu'en pensée, par ses lettres qu'il lisait religieusement. Mais son absence n'entamait pas la chaleur de ces retrouvailles hebdomadaires. « Comment va ton travail ?» demanda Charlotte en servant un simple pot-au-feu, bien loin des fastes culinaires du château. « 3 nouveaux dossiers cette semaine, répondit Marguerite. Nous avons démantelé un réseau de trafic d'armes qui impliquait 2 familles de négociants. Et toi? J'ai embauché 2 nouvelles couturières. Et devine quoi? Madame Dupont, la boulangère, m'a demandé si je pouvais confectionner la robe de mariage de sa fille. Elles rirent ensemble, de ce rire simple et sans arrière-pensée qu'elles n'avaient jamais pu partager du vivant de leur père. « Tu sais ce qui est le plus étrange ?» dit soudain Marguerite. « Pour la première fois de ma vie, je me sens utile, pas supérieure, pas dominatrice, juste utile. » Charlotte posa sa main sur celle de sa sœur. Papa s'était trompé sur tout, mais surtout sur une chose. Il croyait que nous étions des prédateurs par nature. En réalité, nous sommes des êtres humains qui ont enfin choisi d'être humains. Dehors, la nuit tombait sur Bordeaux. Dans les rues pavées, les lanternes s'allumaient une à une, chassant l'obscurité. Quelque part dans cette ville, des familles criminelles continuaient leurs méfaits, des puissants opprimaient les faibles, des secrets empoisonnaient des lignées entières. Mais quelque part aussi, 3 anciens héritiers d'une fortune maudite avaient choisi de briser le cycle de la violence et de la corruption. Ils avaient choisi de transformer leur héritage de haine en héritage d'espoir. Marguerite se leva et se dirigea vers la fenêtre. Dans le reflet de la vitre, elle aperçut son propre visage, mais aussi celui de Charlotte qui rangeait la vaisselle en fredonnant une chanson populaire. Pour la première fois, depuis l'enfance, elle ne voyait plus dans ce reflet l'image de son père et de ses ancêtres criminels. Elle y voyait simplement 2 femmes ordinaires qui avaient eu la force extraordinaire de dire non à la fatalité. Le lendemain matin, les journaux de Bordeaux titreraient sur l'arrestation de 15 personnalités de la haute société, impliquées dans un vaste réseau de corruption mis au jour grâce aux informations fournies par une consultante anonyme ayant des liens avec l'aristocratie locale. Mais dans la petite maison près du port, Marguerite et Charlotte ne liraient pas ces journaux. Elles seraient déjà au travail. L'une dans son bureau de consultante, l'autre dans son atelier de couture, construisant patiemment une nouvelle vie sur les ruines de l'ancienne. Car c'était cela finalement, le véritable testament du baron de Laubier. Non pas la perpétuation du mal, mais la possibilité de choisir le bien. Non pas l'héritage du crime, mais la liberté de la rédemption. Et dans cette liberté nouvelle, les derniers des de Laubier avaient enfin trouvé ce que leur père n'avait jamais pu leur donner. La paix avec eux-mêmes. Bordeaux, novembre 1847. 5 ans plus tard, le petit cimetière de Sainte-Croix se dressait paisiblement sur les hauteurs de Bordeaux, ses cyprès séculaires montant la garde autour des tombes oubliées. C'était ici que reposait désormais baron Édouard de Laubier, loin du mausolée familial où dormaient ses ancêtres criminels. Marguerite s'arrêta devant la simple pierre tombale de granit gris, dépourvue de toute ornementation aristocratique. L'inscription était sobre. Édouard de Laubier, 1774-1842, que ses fautes reposent avec lui. Elle déposa un bouquet de chrysanthèmes blancs sur la tombe et resta un moment silencieuse. À 47 ans, elle avait trouvé une sérénité qu'elle n'aurait jamais cru possible dans sa jeunesse. Son visage, marqué par les épreuves mais adouci par la paix intérieure, reflétait une sagesse durement acquise. « Bonjour, papa », murmura-t-elle. « Je viens te donner des nouvelles de la famille. » Le vent d'automne faisait danser les feuilles mortes autour de la tombe, créant une mélodie douce et mélancolique. « Charlotte va se marier le mois prochain. Avec le docteur Mercier, figure-toi. Celui-là même qui t'avait soigné dans tes derniers moments. Il l'aime pour ce qu'elle est devenue, pas pour ce qu'elle était. C'est beau, non ?» Elle s'agenouilla et arrangea les fleurs avec soin. « Théophile nous écrit qu'il est maintenant père de 3 enfants.
3 petits Américains qui ne sauront jamais rien des crimes de leurs ancêtres français. Il les élève dans la simplicité et l'honnêteté. Tu serais... Non, en fait, tu serais horrifié. Un sourire triste étira ses lèvres. Et moi, je continue mon travail avec la police. Nous avons démantelé 17 réseaux de corruption depuis ta mort. Tes anciens amis de la haute société me détestent, bien sûr. Ils m'appellent la traîtresse, la renégate. Mais tu sais quoi, papa? Pour la première fois de ma vie, je dors bien la nuit. Elle se releva et épousseta sa robe noire, simple mais élégante. J'ai compris quelque chose, papa. Tu as passé ta vie à nous enseigner que nous étions supérieurs aux autres, que nous avions le droit de prendre ce que nous voulions parce que nous étions des de l'Aubier. Mais en réalité, tu nous as rendus inférieurs à tous. Tu as fait de nous des monstres. Sa voix se durcit légèrement. Heureusement, il n'est jamais trop tard pour redevenir humain. Elle fit quelques pas vers la sortie du cimetière, puis se retourna une dernière fois. « Au fait, papa, j'ai une dernière nouvelle à t'annoncer, la plus importante. » Elle posa la main sur son ventre, encore plat, mais où une nouvelle vie commençait à grandir. « Je vais avoir un enfant, oui, à 47 ans. Le docteur Mercier dit que c'est risqué, mais possible. Et tu sais ce que je vais lui apprendre à cet enfant ?» Elle marqua une pause, ses yeux brillants d'une détermination nouvelle. « Je vais lui apprendre que son nom n'est pas un fardeau, mais une responsabilité. Que ses ancêtres ont commis des crimes, mais que ça ne fait pas de lui un criminel. Je vais lui apprendre la différence entre la force et la violence, entre la fierté et l'orgueil, entre l'honneur et l'arrogance. » Sa voix se fit plus douce, presque tendre. « Je vais lui apprendre ce que tu n'as jamais su nous enseigner. Que la véritable noblesse ne se trouve pas dans le sang ou la fortune, mais dans les actes de tous les jours. Que le véritable héritage n'est pas ce qu'on reçoit, mais ce qu'on transmet. » Elle sourit, un vrai sourire cette fois, lumineux et confiant. « Et surtout, papa, je vais lui apprendre à choisir, toujours, à chaque instant, car c'est ça la liberté, le pouvoir de choisir qui on veut être, indépendamment de qui étaient nos parents. » Un rayon de soleil perça soudain les nuages, illuminant la tombe du baron d'une lumière dorée. Marguerite y vit un signe, peut-être, ou simplement un hasard heureux. « Au revoir, papa », dit-elle en s'éloignant. « Repose en paix. Nous continuons à vivre. » Quelques mois plus tard, dans une petite maison de la rue Sainte-Catherine, « Poussez, Marguerite, encore un effort !» La voix du docteur Mercier résonnait dans la chambre où Marguerite donnait naissance dans la douleur et la joie mélangées. Charlotte tenait la main de sa sœur, essuyant la sueur qui perlait sur son front. « Je la vois !» s'écria soudain le médecin. « C'est une fille !» Le premier cri du bébé emplit la pièce, chassa les dernières ombres du passé. Charlotte pleurait de joie, Marguerite riait et sanglotait à la fois. « Comment vas-tu l'appeler » demanda Charlotte en contemplant le petit visage fripé de sa nièce. Marguerite réfléchit un moment, caressant doucement les cheveux fins de son enfant. « Espérance, dit-elle finalement. Elle s'appellera Espérance de l'Aubier, car c'est ce qu'elle représente, l'espoir que notre lignée puisse enfin être source de bien plutôt que de mal. » Le docteur Mercier sourit en nettoyant le nouveau-né. « C'est un beau prénom pour une nouvelle génération. » Dehors, les cloches de Bordeaux sonnaient vêpres, leur voix de bronze, se mêlant aux cris de joie du bébé. Dans cette harmonie entre l'ancien et le nouveau, entre la tradition et l'espoir, résonnait comme une promesse, celle que les fautes du passé n'étaient pas une fatalité, celle que chaque génération avait le pouvoir de réécrire son histoire. Et quelque part dans un petit cimetière de la ville, sur une tombe modeste, ornée de fleurs fanées, le vent emportait les derniers vestiges d'un testament maudit. Car le véritable héritage des de l'Aubier n'était plus dans les crimes d'autrefois, mais dans cette petite fille qui venait de naître et qui un jour aurait elle aussi le pouvoir de choisir qui elle voulait être. Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Laissez votre commentaire ci-dessous et partagez vos réflexions sur cette affaire terrifiante. Vous voulez plus d'histoires d'horreur qui mélangent histoire et mystère ? Abonnez-vous, activez les notifications et partagez avec ceux qui aiment le côté obscur de l'humanité. Rendez-vous dans le prochain cauchemar.
résonna une dernière fois la voix mystérieuse. Mais cette fois, elle portait en elle non plus l'écho de la malédiction, mais celui de l'espoir. Car même les histoires les plus sombres peuvent parfois se terminer par une aube nouvelle. Et dans cette aube-là, les de l'Aubier avaient enfin trouvé leur rédemption. Les crimes du sang peuvent être lavés par les larmes du repentir et les actes de la justice. Telle est la leçon des de l'Aubier, que la malédiction la plus ancienne peut être brisée par le courage de dire non au mal et oui à l'humanité. Archives de la police de Bordeaux, 1847, dossier clos.